Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. François Heilbronn, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous pour la parution en livre de poche de votre livre Deux étés 44, Metz 1744, Drancy 1944. Alors, ce livre, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, je l'ai dévoré. Je le dis jusqu'à la dernière page et on expliquera pourquoi. Ce livre a reçu le prix Marianne de la Chambre des notaires de Moselle. Ça ne m'étonne pas, c'est plus que mérité. C'est une histoire incroyable. On peut dire que c'est un roman historique, Oui. basé sur des recherches familiales que vous avez réalisées. On apprend des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est tellement analysé en profondeur qu'on oublie même le roman. C'est presque un thriller. On se demande jusqu'où, comment les choses vont se passer. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pouvez en dire, mais moi, vraiment, jusqu'à la dernière page, j'avais le cœur qui battait. Tant mieux, parce que pourtant, vous saviez ce qui allait se passer. Pas forcément tout. Vous saviez ce qui allait se Non, passer. je ne savais pas tout, pas du tout. On ne sait pas, on apprend beaucoup de choses dans votre Alors, livre. moi, j'ai quelques amis qui m'ont reproché d'avoir écrit ce livre. Non, Et si, et parce qu'ils m'ont dit, on l'a commencé à 10h du soir, on n'a pas pu l'arrêter jusqu'à 3h du matin. je les comprends. Et là, c'est Voilà. le plus beau. Alors, c'est mon premier roman, donc c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à un primo-romancier. Bien sûr. C'est que ce qu'on appelle en américain un page turner. Oui. On n'arrive pas à arrêter. Et C'est ce que je vous ai dit, je j'ai ne l'ai essayé pas de le lâché. construire effectivement comme une enquête policière. Voilà. Voilà. Pour ça que Et- je parlais de thriller. Exactement, une enquête policière parce que c'est un mystère vraiment mystérieux que j'ai voulu explorer. Le mystère est le suivant. Comment se fait-il que le roi Louis XV, qui avait 34 ans en 1744, qui se trouvait à Metz pour aller faire la guerre contre les Autrichiens, a failli mourir? Et il a vraiment failli mourir. Tout le royaume pleurait déjà sa mort. Il y avait des messes pour sa mort. Et au dernier moment, il va être sauvé par un mystérieux médecin. Et à l'époque, on disait un mystérieux charlatan, un empirique, dont on ne connaît même pas le nom. Et j'ai essayé de découvrir, parce que c'est effectivement un mystère de l'histoire de France, qui était cet empirique. Et ma grand-mère m'avait donné un indice. Mais Oui, entre l'indice... vous avez essayé de découvrir à partir du moment où votre grand-mère vous en a parlé. Tout et à vous fait. décrivez très bien la façon. Donc vous vous êtes dit, faut faire des recherches. Oui, parce que Parce que vous venez de là. C'est un récit de transmission familiale où il m'a été dit par ma grand-mère Anne-Marie Heilbronn, née Klotz, que notre ancêtre, son ancêtre à elle, l'arrière-grand-père de son arrière-grand-père, et donc mon ancêtre à 8 générations, le docteur Isaïe Serfoulman, médecin de la communauté juive de Metz en 1744, a été appelé au chevet du roi Louis XV et l'a sauvé de la mort. Donc ça, c'est le récit familial. Et Oui. c'est un récit familial qu'on trouve dans plusieurs autres branches Et des oui. descendants du docteur. Mais On c'est le- pas du tout le récit historique. Le récit historique, c'est que c'est un médecin à la retraite des régiments d'Alsace, le lieutenant Alexandre de Montcharvaux, qui a sauvé le roi Louis XV de la mort. Oui. Et pas du tout un docteur juif. Ça se trouve, vous avez fait des recherches. Cette histoire, on la trouve tronquée dans la majorité des livres Tout à dits fait. d'histoire. Tout à fait, parce que dans l'histoire officielle, il n'était pas pensable, il n'était encore pas plus dissible Oui. de dire que c'était un médecin juif, un pauvre médecin juif de province, qui avait sauvé le roi Louis XV de la mort quand les meilleurs médecins du roi n'avaient pas réussi à le guérir. Et il avait même failli l'assassiner d'ailleurs. Exactement. Indirectement, mais voilà. Ah si. Avec Sur leur pratique le pauvre roi Louis épouvantable. XV avait une dysenterie et pour le soigner, ces braves médecins comme au temps de Molière, pourtant on est un siècle après Molière, vont le purger et le saigner. Et quand on purge et on saigne quelqu'un qui a une dysenterie, on le conduit à la mort. Bien sûr. Alors, justement, donc, votre livre, vous avez fait cette recherche suite aux révélations de votre grand-mère. Vous-même, vous saviez que vous étiez d'origine de Metz? Alors je savais qu'on Vous y était... avez vécu? Jamais. Jamais. La première fois que j'y suis allé, c'est pour rédiger ce roman. Je suis souvent passé à Metz, on passe en allant à Strasbourg, on Bien passe par la sûr. gare de Metz, en allant au Luxembourg, on passe par la gare de Metz. Oui. Voilà. Donc je connaissais la gare de Metz, point. Mais je n'étais jamais visité. Qui est très belle, parenthèse. Qui est très belle. Et la ville de Metz, c'est une très belle ville Mais que j'ai oui. découvert, qui a beaucoup de charme et qui a une vraie histoire. Et c'était même
une vraie histoire juive passionnante, puisque la communauté juive de Metz s'établit en 1595. Il y en avait déjà eu, évidemment, avant l'expulsion des Juifs du Royaume de France, mais en 1595, ils s'établissent à Metz, et de grands Français sont issus de cette communauté juive de Metz, que j'ai découvert aussi, et c'était la communauté la plus organisée en France au XVIe et au XVIIe siècle. Et de plus, vous avez une façon de décrire l'intérieur de la ville de Metz. On n'a plus qu'à prendre votre livre et à y aller à faire le même parcours que vous avez réalisé. Vous pouvez. C'est incroyable. Ce qu'il y a en couverture, qui était dans le bandeau de l'édition stock originale et qui est en couverture du livre de poche là, qui est là, c'est le plan de la ville de Metz de 1738, fait par le maréchal de Belle-Île, qui est le gouverneur de la ville. Et c'est un plan très précis. Et au nord de la couverture, vous voyez, ici, là c'est le quartier juif. Voilà. Avec la synagogue. Et là, attendez, parlez dans le micro. Donc tout au nord, le quartier juif et au sud, le palais du roi, ou loge du gouverneur, qui va être le lieu où le docteur Ullmann va se retrouver face à un roi de France, le roi Louis XV, tout puissant, de droit divin. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il va le soigner. Et ça aussi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que vont se dire un médecin juif qui n'a jamais rencontré un roi de France, et surtout un roi de France qui n'a jamais rencontré un juif. Qu'est-ce qu'ils vont se dire pendant 3 jours et 3 nuits? Mais c'est ça. Et on va pas tout dévoiler, on va pas spoiler, c'est le mot à la mode, mais on peut parler justement de tout ce qu'il y a autour. Ce qu'ils vont se dire, on le découvre en lisant votre livre, 2 étés 44. Alors, ce lien familial avec Metz, vous l'avez découvert, c'est ça pour moi qui n'était pas très clair, vous l'avez découvert avec votre grand-mère, jusque-là vous ne saviez pas? Non, tout à fait, c'est elle qui m'a dit, on a eu un ancêtre, docteur à Metz, qui a sauvé le roi Louis XV. J'étais jamais allé à Metz, et cette histoire m'avait un peu échappé aussi. Et il y a 6 ans, j'ai créé un nouveau cours à Sciences Po sur l'histoire des Juifs en France depuis 2000 ans. Il s'appelle « Les Juifs en France, une présence oubliée ». Bien sûr. Et en travaillant sur ce cours, j'ai travaillé sur l'histoire des Juifs dans toutes les régions, parce que pendant le 4 siècles, entre 1380... Oui, j'ai oublié de dire, et je m'en excuse parce que j'avais tellement hâte de parler du livre que vous enseignez à Sciences Po et que vous êtes vice-président du mémorial de la Shoah. Ce qui fait un lien direct, évidemment, avec notre intérêt pour ce livre. Veuillez m'en excuser, François. Je vous en prie. Et donc, en créant ce cours sur l'histoire des Juifs en France, je me suis plongé dans l'histoire des Juifs de Metz, où je l'ai trouvé passionnante. Et dans un des livres, il y a 3 livres sur le sujet, l'histoire des Juifs de Moselle, il y a un auteur qui dit « On a appelé les médecins juifs au chevet du roi, et l'un d'entre eux l'a guéri. » Et là, ça a fait écho, résonance avec le récit de ma grand-mère. Et je me suis dit « Mais pourquoi personne n'en parle ?» C'était il y a combien de temps, ce récit? Le récit de ma grand-mère, c'était il y a plus de 30 ans. Ah oui, quand même. Et ce que j'ai découvert au moment où, justement, ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, c'était il y a 6 ans. Je me suis dit, il faut que j'écrive un essai historique sur comment un médecin juif a sauvé le roi Louis XV, pourquoi cette histoire est méconnue, pourquoi on l'a cachée et comment on peut la raconter. Et en écrivant le récit historique, moi qui adore Alexandre Dumas, je me suis dit, c'est du Dumas. C'est du Dumas, mais complètement. Voilà, donc j'ai basculé vers le roman. Et bon, vous connaissez ma femme, Ariane Bois, qui est romancière. Bien sûr. Bon, tu te mets à écrire des romans aussi, parce qu'elle en a écrit 11. Et je lui dis oui, mais parce qu'en fait, le roman permet une liberté que n'a pas l'essai historique. Exactement. C'est de remplir les vides. Mais alors, vous expliquez que tous les faits sont vérifiés en même temps. Tous les personnages sont réels. Voilà. Et tous les faits historiques sont vérifiés. Voilà. Alors évidemment, il y a pourquoi ça s'appelle roman? Parce que certaines personnes m'ont dit que ça aurait pu être un récit. Pourquoi ça s'appelle roman? Sur l'été 1744, c'est que je ne sais pas comment le médecin va arriver jusqu'au roi, donc je l'imagine. Je ne sais pas comment il va le soigner. Je ne sais pas comment la légende de Montcharvaux va être construite, donc je l'imagine. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre Louis XV et le docteur Ullmann, et je l'imagine. Et je ne sais pas pourquoi cette histoire a été masquée, et ça, je l'imagine assez facilement. Oui, voilà. Surtout avec ce qu'on vit en ce moment, on imagine. Où vous remplissez les trous de l'histoire par de l'imagination, vous n'êtes plus historien, vous êtes romancier historique. Alors, vous dites quelque chose, à un moment, il y a une petite phrase, vous dites qu'il se lave les mains, et ce médecin, votre ancêtre, et que ça surprend beaucoup les gens autour de lui. Mais on sait très bien que les Juifs se sont toujours lavé les mains et que ça nous a permis peut-être de survivre aussi au travers des siècles par rapport aux épidémies. Donc ça, on est sûr qu'il se lave les mains. On est sûr qu'il se lave les mains, on est sûr qu'il déshabille. Alors d'ailleurs, les témoins de l'époque disent que ce charlatan, on ne dit pas le nom,
va dévêtir le roi, elle va le mettre tout nu, et va lui palper le ventre. Ce que ne faisaient pas les médecins de la cour. Parce que c'était la personne du roi qui était sacrée, il n'avait pas le droit de le toucher. Donc ils expectaient ce qu'ils appelaient ses humeurs, donc ses excréments, mais ils ne touchaient pas le roi. Et justement, il y a des signes que c'est le médecin juif qui va le soigner, parce que les médecins juifs, pour faire un diagnostic, il faut déshabiller un patient, il faut le toucher, il faut le palper, il faut sentir sa fièvre, il faut sentir son pouls, il faut sentir son estomac. Et donc, il va le faire. Donc, ces gestes-là prouvent. Il se lave les mains, il le fait boire, il le guérit par des potions. Des potions qui sont en fait des médicaments, bien sûr, à base naturelle, mais il va le guérir avec des potions. Et son père était aussi un très grand médecin, le docteur Jacob Serfulman. Donc, mon arrière-grand-père à 9 générations, était le médecin du duc de Palatin, roi du Palatinat. Oui. Donc, son père était médecin dans une cour royale en Allemagne. Oui. Donc, ça prouve bien que c'est une grande lignée de médecins qui avaient un savoir autrement plus important que les médecins français de l'époque, qui ne savaient que purger et saigner. Exactement. Donc, c'est pour ça que votre livre est important, parce que d'abord, il nous montre le côté novateur de la médecine juive, entre guillemets, par rapport aux médecins de l'époque, et puis également ce non-dit épouvantable qui a traversé les siècles sur le fait que Louis XV ait été sauvé de la mort par un médecin juif. Tout à fait, et ça a eu en plus des conséquences très importante dans l'histoire de France jusqu'à aujourd'hui. Au niveau politique, bien sûr. C'est que Louis XV, ne mourant pas, décide de consacrer et de construire la plus belle basilique de France et la plus grande basilique de France sur la montagne Sainte-Geneviève. Voilà, qui est devenu le Panthéon. Exactement. Parce que quand les travaux pour cette très belle basilique, qui a été le plus haut bâtiment de Paris jusqu'à la Tour Eiffel, elle a été finie d'être construite en 1791. Donc c'est pas un bon temps pour inaugurer des basiliques. Donc les révolutionnaires de l'Assemblée constituante décident de créer le Panthéon des grands hommes. Et donc, on doit le Panthéon des grands hommes au docteur Isaïe Serf-Ullmann. Parce que s'il n'avait pas guéri le roi, Louis XV n'aurait pas fait construire le Panthéon. Exactement. Alors, justement, donc, il y a 2 parties dans votre livre, 2 étés 44, 1744, 1944. Vous appartenez à une très grande famille juive qui avait de nombreuses branches, et 1944, c'est Drancy, c'est l'extermination. Et là, justement, vous faites un rapport entre un pacte qui aurait eu lieu dans votre famille au moment où Louis XV a été sauvé en 1744, de continuer à servir la France. Et 1944, cette même France qui a été servie, entre autres, par votre famille pendant la guerre de 14-18, trahit et tue les membres de votre famille. Tout à fait. Au début, en fait, je voulais écrire qu'un seul été, c'était l'été 1744. Oui. Et j'avais appelé ça un autre été 44. Pensant évidemment à 1944, mais je voulais traiter que 1744. Et puis à un moment donné, j'ai écrit que le docteur Ullmann sauve le roi Louis XV le 18 août 1744. Et là, ce qui me frappe, c'est que mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, donc apparenté au docteur Ullmann, meurt dans une annexe de Drancy, l'hospice Picpus où on mettait les vieillards mourants de Drancy, mais gardés par les Allemands. Il meurt le 18 août 1944. Donc à 200 ans, jour pour jour, et les descendants... On sauve le roi Ullmann, de France et on meurt à ce moment-là. Dans des conditions atroces. Et 8 membres proches de la famille de ma grand-mère sont déportés par le dernier grand convoi de parti de Paris, le convoi 77, parti le 31 juillet 1944. Donc à 200 ans de différence, dans 2 étés, en fait, il y a comme une inversion des choses. L'été 1744 est étonnant. Les Juifs défilent à cheval devant le roi à Metz. Un médecin juif va sauver le roi Louis XV de la mort. C'est la marche vers l'émancipation, vers les Lumières. Et 200 ans plus tard, ses descendants qui sont, comme vous l'avez dit, anciens combattants de 14-18, par exemple mon arrière-grand-père Henri Klotz, était lieutenant-colonel de réserve, officier de la Légion d'honneur à titre militaire. Son frère Georges Klotz était capitaine d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Georges Klotz est déporté par le dernier grand convoi et meurt à Auschwitz, assassiné, gazé le 4 août 1944. Et donc, c'est montrer ce contraste entre les lumières et les ténèbres. Bien sûr. Un juif va sauver un roi, et 200 ans plus tard, le roi de France de l'époque... Toute sa descendance est menacée le roi de France de l'époque, qui est dès qu'un traite à sa patrie, Pétain, va livrer, pieds et poings liés, ses héros, ses descendants de héros, qui ont tant donné à la France, aux Allemands, pour être assassinés à Auschwitz. Alors Pétain, vous revenez dessus plusieurs fois. On sent bien votre animosité justifiée et justifiable par rapport à ce sinistre individu, mais vous insistez.
J'insiste, et j'insiste d'autant plus que quand j'écrivais ce roman, il y avait un soi-disant homme politique ex-journaliste qui disait sur les ondes régulièrement et dans les journaux que Pétain avait protégé les Français juifs. Et alors, mon livre est l'antithèse de tout son propos, l'antithèse historique et l'antithèse romanesque, mais surtout historique. C'est que ma famille, on ne pouvait pas faire plus patriotes israélites français qu'eux, tous décorés, tous officiers de réserve, et malgré ça, tous arrêtés, tous déportés et tous assassinés avec la collaboration de l'État français et de l'administration française. Ouais, c'est vraiment, c'est évident, on va dire. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, parce que c'est un livre à lire jusqu'à la dernière page. Pourquoi ? Alors d'abord, on voit le portrait du docteur Isaïe Serf-Ullmann et Ullmann. Et ce que vous expliquez, c'est qu'à l'époque, faire le tableau d'un médecin juif, c'était impensable parce que ça n'existait pas. Je veux dire, les tableaux, c'était les nobles, etc. Ça coûtait une fortune. Donc, ce qui prouve bien que votre enquête, et vous le dites, si ce portrait existe, eh bien, ça prouve tout ce qu'il a fait et la reconnaissance que la France lui a accordée en faisant un portrait de lui. Tout à fait, c'est la preuve absolue. C'est ce portrait peint en aquarelle, très belle, qui est détenu par les descendants de l'historien Robert Aron, qui descend aussi du docteur Ullmann, et qui prouve bien que c'est un cadeau du roi. Parce que qui va faire un portrait d'un médecin juif aussi élégant, parce que là encore il est en noir et blanc, mais en réalité en couleur, d'un médecin juif de Metz. Les premiers, j'ai vérifié auprès du musée d'art et d'histoire du judaïsme, les premiers portraits de juifs élégants comme ça datent de la Révolution française, c'est 50 ans plus tard. Bien sûr. Donc pour moi, c'est la preuve. La deuxième preuve, c'est ce que j'ai rajouté dans la postface, dans l'édition de poche, il y a une postface, parce que depuis que j'ai publié ce livre en grand format, j'ai rencontré 5 descendants de 5 branches différentes, dont notre seul cousinage est... Alors, c'est ça qui est incroyable. Attendez, moi, c'est pour ça que je dis jusqu'à la dernière page, vous faites un salon du livre pour dédicacer la première mouture, la première édition de votre livre. Vous êtes assis à côté d'Ariane qui dédicace ses romans, Ariane Bois, votre femme, et d'un coup, il y a des gens qui viennent vous voir et en fait, qui vous disent, mais vous racontez notre histoire, mais on est des cousins et ça, vous l'ignoriez. D'où l'importance justement à la fin de votre arbre généalogique que vous publiez. Oui, alors j'ai découvert comme cousin, par exemple, David de Rothschild et son fils Alexandre de Rothschild, qui descendent eux aussi du docteur Ullmann, ce qu'ils ne savaient pas. Mais c'est incroyable. J'ai découvert comme cousin Pierre-François Veil, qui préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et sa mère, qui était une très bonne amie de mes grands-parents, Simone Veil, qui elle ne descend pas directement du docteur Ullmann, mais dont le grand-père de la femme du docteur Ullmann était son ancêtre direct. Donc toutes ces familles juives Lorraine, Messine, si vous remontez à 2 siècles, sont en fait toutes parentes. Et j'ai découvert aussi, ça m'a fait très plaisir parce que je l'aime beaucoup, que je suis cousin d'Hélène Moucharzé. Mais oui. Parce que son père Jean Zay, dont on parle c'est beaucoup. aussi une vieille famille messine. Et lui aussi, le grand-père de la femme du docteur Ullmann, ça devient compliqué en généalogie, était une demoiselle Zé et une ancêtre de Jean Zé aussi. Alors, justement, le fait de raconter toute cette histoire, de faire cette recherche et d'expliquer que c'est un médecin juif qui, en sauvant le roi Louis XV, a un peu sauvé la France quand même, parce que vous expliquez très bien le contexte politique de l'époque. Est-ce qu'on va retrouver ça dans les livres d'histoire à venir ? Est-ce que vous avez été contacté pour cela ? Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué notre société ? Alors, dans les livres d'histoire, ça s'appelle l'épisode de Metz. Parce qu'effectivement, si Louis XV, qui a failli mourir à Metz en 1744, était mort, les Autrichiens étaient déjà en Alsace. Mais oui. Et la guerre était très mal tournée. Et en fait, tous les nobles attendaient le roi pour conduire la guerre. Et s'il était mort, le dauphin, qui s'appelait Louis Ferdinand, avait que 15 ans, il aurait eu du mal à conduire la guerre. Donc effectivement, la France aurait pu perdre cette bataille et cette guerre, et il y aurait peut-être une crise politique importante. Mais c'est compliqué de faire de l'histoire-fiction, ce qu'on appelle de l'uchronie. C'est toujours un peu compliqué. Mais dans les livres d'histoire, on parle de l'épisode de Metz, on parle aussi de l'épisode de Metz, parce qu'après, quand il est sauvé de la mort, c'est dans une église de Metz qu'un chanoine donne le surnom qui va lui rester à Louis XV, qui est le Louis le Bien-Aimé. Donc de cet épisode de Metz,
Louis XV va gagner de très belles victoires, notamment une très belle victoire à Fribourg, en Allemagne. Il va être salué à Paris. Il va créer le Panthéon et il va se faire surnommer Louis le Bien-Aimé. Par contre, son image va se détériorer énormément parce que pendant sa maladie, il a un évêque qui est absolument atroce. Il n'a pas de chance, il est comme son évêque, c'est l'évêque de Soissons. Mais oui. La plupart des évêques de cette époque étaient libertins, celui-là n'est pas du tout, il est très puritain. Très puritain, il va essayer de... Et il le force à se confesser et à avouer qu'il entretient une relation avec 2 femmes, 2 maîtresses, en même temps, et qui en plus sont 2 sœurs. Les sœurs Maï de Nesle, la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, et il lui fait se confesser. À la limite, c'est pas très grave, il se confesse, normalement la confession est secrète. Mais Soissons, pour se venger du roi, va rendre la confession publique. Ouais. Et donc, les Français vont découvrir, parce qu'ils n'avaient pas Voici à l'époque, ni Paris Match, ils vont décrire que le roi de France, qu'ils adoraient, a 2 maîtresses, trompe sa femme, et en plus, ces 2 maîtresses sont 2 sœurs. Et ça va donc énormément abîmer l'image de Louis XV. Et ça va avoir des conséquences sur le reste du règne. Donc, effectivement, c'est un épisode de l'histoire de France important. Et sans ce petit médecin juif de Metz, le docteur Ullmann, qui d'ailleurs n'était pas petit, il était grand, Oui. va changer l'histoire de France. Et c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que depuis que ce livre a été publié, ça a déjà été repris par beaucoup de journalistes, mais très récemment par Richard Malka, l'avocat, essayiste, qui vient de publier un livre dans la collection Ma nuit au musée, où il passe sa nuit au musée au Panthéon. Oui. Et sur 3 pages, il reprend tout à fait... parce qu'il la problématique. Il avait lu mon roman, et donc il explique sur 3 pages, que j'ai expliqué dans mon roman, en quoi on doit le Panthéon à un médecin juif de Metz qui s'appelle le docteur Ullmann. Voilà. Eh bien, c'est vraiment un roman que je recommande, qui a reçu, je l'ai dit, le prix Marianne de la Chambre des notaires de Moselle. On le trouve dans la collection Le Livre de Poche, François Heilbronn, 2 étés 44, Metz 1744, Drancy 1944. Merci François Heilbronn et bravo. On attend le prochain roman. Il est en cours d'écriture. Magnifique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal. Eva Soto. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal.